Donc la première question, c'était c'était une question qui m'a fait penser à la notion de référentiel en fait. Donc c'est Spiril qui parle de particules intriquées à distance qui forment une seule et même conscience, et donc une sorte de ici et maintenant à deux endroits différents. Et ça ressemble un petit peu à la notion de référentiel. Donc j'en ai profité pour parler de ça. Donc un référentiel, hein, c'est une sorte de grille, une grille solide, imaginaire, qui est associée à un objet solide, par exemple une planète, et si la planète tourne, la grille tourne en même temps. Euh, et sans parler forcément d'intrication, il y a cette notion de référentiel euh, qui permet de décrire l'univers d'une certaine manière, d'un certain point de vue. Où on va mesurer certaines durées, certaines distances, qui ne seront pas les mêmes dans d'autres référentiels. Et donc, les mesures qui sont faites par rapport au référentiel de la Terre ne vont pas donner les mêmes résultats que les mesures par rapport au référentiel de la durée, notamment de la fusée, notamment les durées, et aussi les distances. Voilà, il y a des résultats qui vont être différents mathématiquement. Et ce à quoi il faut bien faire attention, c'est que ici on a l'impression que la grille elle est localisée au niveau de la Terre, mais en fait elle s'étend sur tout l'espace. Et donc la notion de référentiel, c'est pas la même chose que la notion d'observateur. En physique classique et beaucoup en mécanique quantique, on parle d'observateur. Ici, en relativité restreinte, on parle plutôt de référentiel, et c'est pas du tout la même chose qu'un observateur. Et notamment, d'ailleurs, si Science Click est encore là, il en a parlé, il y a des phénomènes de contraction de longueur qui sont, qui sont euh, prédits par la relativité, mais qui ne sont pas observés par un observateur parce qu'il faut prendre en compte les temps de propagation. Je ne sais plus où elle est cette vidéo. Est-ce que c'était sur la chaîne principale? Je crois que c'est ça. Non, je ne sais plus. Bon, vous chercherez, il y a une vidéo qui parle de ça, où où on voit justement qu'une sphère est contractée du point de vue du référentiel, mais finalement l'observation fait que il y a les phénomènes de propagation en plus. Et c'est ça qui est un petit peu gênant des fois, c'est qu'on confond observateur et référentiel. Et ça rejoint un peu cette question où on a une sorte de conscience omniprésente. Ça, ce serait vrai si le référentiel était la même chose qu'un observateur. Sauf que cette grille-là, ben, même si vous imaginez un organisme vivant qui est étendu sur des distances énormes, la communication entre ces, je ne sais pas s'il a des neurones distants, la communication, elle ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, il n'y a pas de constant, il y a pas de conscience instantanée sur toute la grille. Il y a forcément des phénomènes de propagation qu'il faut prendre en compte pour parler d'observation, de mesure, euh, de, de compréhension du monde par une conscience. Il faut prendre en compte la propagation. On n'a pas le choix. Le référentiel, lui, il ne prend pas en compte ces phénomènes de propagation. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée. Voilà, c'est celle-là. Tac. Celle-là, elle est intéressante. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Concernant la simultanéité, se pourrait-il que deux événements différents
un événement ancien comme la mort de Louis XVI et un futur comme l'atterrissage du premier vaisseau sur Mars soient simultanés pour un voyageur dans une fusée très rapide. Donc on imagine que... on va revenir là-dessus. On imagine que on met un observateur dans la fusée. Donc ici, il va y avoir des décalages de mesures au niveau des distances, au niveau des durées. Et il va y avoir une notion de simultanéité qui va pas être la même. Par exemple, la mort de Louis XVI et le premier vaisseau sur Mars, qui sont décalés pour moi, mais qui sont simultanés pour un autre référentiel. Donc ça, c'est vrai, ça, c'est vérifié, c'est quelque chose d'acté dans la relativité restreinte. Et sa question, c'est, donc si c'est simultané pour un voyageur dans une fusée, je vais dézoomer pour que ça s'affiche, ça signifie que celui placé dans notre futur, l'événement placé dans le futur, est inévitable. Vu que du point de vue de la fusée, c'est simultané, c'est en même temps que Louis XVI, donc c'est une même réalité que Louis XVI. Donc si la mort de Louis XVI est arrivée, l'autre événement est aussi arrivé d'une certaine manière. Donc d'un certain point de vue, c'est déjà arrivé. Donc autrement dit, notre futur est déjà écrit. Et le souci avec ça, c'est que ce serait vrai si un référentiel était un observateur, donc s'il y avait une conscience qui pouvait être étendue et de manière simultanée avoir accès à tout ce qui se passe dans l'univers. Mais vous savez bien, c'est pas possible, vu qu'il y a une vitesse de la lumière qui est finie, qui n'est pas infinie. Il y a un temps de propagation qui est en fait très lent du point de vue des échelles de l'univers. La lumière est assez lente en fait, elle met des millions d'années pour passer d'une galaxie à l'autre. Et donc ce phénomène de propagation, il faut le prendre en compte. Et donc même s'il y a quelqu'un dans la fusée, bah, il est uniquement dans la fusée, il n'est pas partout dans l'univers. Donc sa grille à lui, elle est partout dans l'univers, ok. Donc dans la grille, dans le référentiel, il y a bien simultanéité entre Louis XVI et le premier homme sur Mars. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut mettre en lien les deux événements de manière physique. C'est juste que mathématiquement, ils sont au même instant, mais ça ne veut pas dire qu'on a accès à ces deux événements en même temps. Et donc dire que l'événement futur pour moi, pour la Terre, le premier homme sur Mars, dire que cet événement-là, vu qu'il est simultané, il est déjà arrivé, du point de vue du voyageur, bah c'est aller un peu trop vite, c'est confondre référentiel et observateur. Oui, du point de vue de la grille, ça arrive en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une influence physique de l'un sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre, et ça ne veut pas dire que c'est déjà écrit. Donc c'est plus compliqué que ça. Ceci étant dit, on peut parler de l'univers bloc et dire que tous les événements se valent dans le passé et dans le futur, et qu'il n'y a pas de raison de distinguer le passé du futur du point de vue de la relativité restreinte. Donc il y a des arguments qui vont dans ce sens-là, mais en tout cas, pas l'histoire du référentiel. Alors si on place deux caméras distantes l'une de l'autre, et visualisées par un observateur en un point, peut-on visualiser le phénomène de contraction? Alors, indirectement, oui. Tu peux faire des mesures de position de certains événements. Par exemple, tu fais péter deux bombes dans l'espace à une certaine distance l'une de l'autre. Donc ça émet un flash lumineux. Tu mets des caméras sur place. Donc là, on imagine que les explosions, elles sont tout à droite et tout à gauche de la grille. Dans le référentiel de la Terre, je vais par exemple trouver que ces deux explosions sont simultanées. Mais dans le référentiel de la fusée, vu qu'on a un déplacement, c'est pas le même référentiel, elle va mesurer des événements qui arrivent en décalé. Il y a une explosion qui va arriver avant l'autre.
Donc ça, c'est si tu accroches des caméras sur chaque partie de la grille. Et tu peux, comme ça, mesurer. Tu mets des caméras et tu mets des chronomètres. Tu peux mesurer les instants et les distances de tous les événements. Par exemple, une explosion. Et si tu fais ça, eh ben, tu mesures un décalage temporel différent pour le référentiel bleu et pour le référentiel rouge. À tel point que pour certains, ça va être simultané et pour d'autres, ça va être décalé. Tu peux même en voir un qui est dans le passé, l'autre qui va dire que non, c'est dans le futur. Mais, là, ta parenthèse, elle est importante. Visualisée par un observateur en un point, si tu mets juste une petite personne dans la fusée, là, il va falloir prendre en compte le temps de propagation du signal de la première explosion vers l'observateur et de la deuxième explosion vers l'observateur. Et donc ce que l'astronaute voit, c'est pas la même chose que ce qui est mesuré par le référentiel. Parce que le référentiel, lui, il a des mesures partout en même temps. Et donc il se fiche le référentiel. La grille, elle est partout dans l'univers, donc il n'y a pas de phénomène de propagation. Il n'y a pas de temps de propagation. Alors que l'observateur, le temps que la lumière lui arrive dessus, ça, il faut le prendre en compte. Et donc, ça va fausser ce qu'il va observer par rapport à la grille. Donc, c'est un peu subtil, il faut prendre les temps de propagation en compte. Donc, il y a des effets dus à la relativité qui sont mesurés par les référentiels, et il y a des effets de propagation. Et d'ailleurs, très souvent, quand les étudiants démarrent la relativité, vu que c'est très contre-intuitif, il y a des choses très très bizarres qui se passent, on a envie d'essayer de résoudre les résultats. On a envie de donner une explication de ces résultats un peu bizarres de la relativité à partir des temps de propagation. Des fois, tu as des étudiants qui veulent faire un peu les petits malins et qui disent non, mais il n'y a pas de... En fait, c'est pas un effet relativiste, c'est juste le temps de propagation. Et on se rend compte que ça marche pas, le calcul fonctionne pas, et en plus, en pratique, il faut prendre en compte les deux. Donc il y a les deux qui s'ajoutent si on veut savoir ce que l'observateur voit pour de vrai. Donc c'est ça qui n'est pas toujours évident à saisir, c'est que référentiel et observateur, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, après, on peut parler d'intrication et c'est encore autre chose, ça. Avec un effet qui est instantané, à distance. Sauf que pour parler de conscience, il faut qu'il y ait communication entre les neurones. Et la communication se fait moins vite que la vitesse de la lumière. Et donc, l'intrication ne contredit pas la relativité. Hein. Si vous voulez transmettre de l'information, vous n'avez pas le choix, il faut passer par un canal classique, donc pas par l'intrication. Donc, pour toutes ces discussions, on peut oublier l'intrication, c'est pas pertinent pour l'argument. Salut Paul Estus. Mince, j'ai pas suivi le début, t'inquiète, hein, tu peux arriver en plein milieu. Là, de toute façon, ça tombe bien, on vient de finir une petite partie. Donc on a parlé de référentiel, t'as pas raté énormément de choses. On a juste dit que référentiel, c'était la grille attachée à l'objet et que c'était pas la même chose que l'observateur au centre. Pourtant, il voulait sécuriser les transferts de données avec l'intrication. Oui, je dis pas qu'il n'y a pas d'effet physique. Il y a des effets physiques dus à l'intrication. C'est juste qu'il y a le côté un peu magique d'un effet à distance un peu instantané, qui semble contredire la relativité restreinte, où aucun signal ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière.
Sauf que si tu veux en faire quelque chose de cette intrication, il faut ensuite il faut transférer des données par un canal classique, pas par l'intrication. Et le canal classique, l'information sur le canal classique, l'information va forcément moins vite que la vitesse de la lumière. Mais oui, il y a des applications physiques et on peut faire plein de choses avec l'intrication. Oui. Quoi, pour l'instant, on a du mal à développer des technologies dessus, mais peut-être. Est-ce qu'une description de la relativité générale existe avec une symétrie de jauge U1? Alors, dans le cas, normal de la relativité générale, la description historique, on n'utilise pas les symétries de jauge. On utilise ça quand on essaye de faire de la gravité quantique. On essaye de trouver un cadre qui permet de relier la gravité et la physique des particules. Mais la relativité générale, au sens habituel du terme, n'utilise pas les symétries de jauge. Pas que je sache. Alors peut-être qu'il y a eu des développements, des réécritures, mais en tout cas, historiquement, non. La symétrie sur le groupe U1, c'est l'électromagnétisme. Est-ce que ça existe vraiment, l'intrication? C'est expérimenté. Ah bah oui, il y a même eu un prix Nobel là-dessus il n'y a pas longtemps. Avec Alain Aspect. Est-ce qu'il y a une description de son... Il l'a eu quand? En 2022. Si on se lance là-dedans, on en a pour 3 heures. Hein, mais comment je peux résumer ça? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Bell. Tac. Est-ce qu'il a une John Bell? Voilà. Qui a répondu à une sorte de discussion entre Einstein et Bohr sur la mécanique quantique, comme quoi la mécanique quantique prédisait des actions bizarres à distance d'intrication. Et Einstein n'aimait pas ça, il a mis au point tout un argument. C'est le paradoxe EPR, ça s'appelle. Et donc il y avait Heisenberg et Bohr notamment qui lui répondaient et qui lui disaient que son argument était valide, qu'effectivement il y avait des conséquences de l'intrication qui étaient très bizarres, mais que ça ne... Voilà, c'est ça, c'est les variables cachées. Bon, je suis obligé de détailler un peu. En fait, tu prends un objet, par exemple, un photon qui a une certaine polarisation, ou un électron qui a un certain spin, et tu l'intriques. Donc on va prendre un électron, tu intriques cet électron avec un autre électron, et leurs propriétés vont être reliées. Si tu fais une mesure sur l'un, tu peux être sûr de faire, par exemple, la même mesure sur l'autre, pour simplifier. Et donc si tu éloignes ces électrons, si tu en mets un au Japon et que tu en gardes un en France, tu fais une mesure sur celui qui est en France, tu peux être sûr du résultat sur celui qui est au Japon. Alors on pourrait se dire, bah, c'est facile à faire. On peut faire ça avec des chaussettes, par exemple. Tu prends une chaussette blanche et une chaussette noire, tu les caches. Donc il y a ce qu'on appelle une variable cachée. Tu caches la propriété que la chaussette est blanche ou noire. Tu les enfermes dans des boîtes, tu les sépares. Il y en a un qui ouvre la boîte et qui se rend compte que la chaussette est blanche. Immédiatement, il va savoir, même sans avoir besoin de communiquer, que l'autre chaussette qui est au Japon est noire. Ça, c'est parce qu'il y avait caché dans le système
des variables qui n'avaient pas été observées. Si ta boîte est fermée, tu ne peux pas savoir quelle est la couleur de la chaussette. Il y a une variable qui est cachée. Et ce que Bell a montré, c'est que, en fait, non, il n'y a pas de variable cachée. Donc Einstein se trompait en disant qu'il fallait aller plus loin dans la description du système. En fait, on connaît tout du système, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas de variable cachée. En tout cas, il n'y a pas de variable cachée locale. Localement, la couleur de la chaussette, c'est local. C'est sur la chaussette. Et donc, effectivement, il y a des actions à distance sans que ce soit prévu à l'avance, sans qu'il y ait de variables cachées. Et donc, il a fait ça, il a écrit des inégalités. Donc, sans trop rentrer dans le détail, il a fait l'aspect, il a montré ça de manière théorique, et Alain Aspect a fait l'expérience. Où est-ce qu'il est ? Il a fait l'expérience alors dans les années, je sais pas, dans les années 80, non ? Je sais plus quand, mais il y a longtemps. Et il a eu le prix Nobel récemment pour ça. Donc il a montré qu'effectivement l'intrication existait, si tu veux, pour répondre à ta question. Et on a montré qu'il n'y avait pas cette manière de s'en sortir avec les variables cachées. Est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation populaire ? Il y a des manières d'interpréter qui sont effectivement un peu rapides là-dessus, mais non, il y a vraiment un vrai phénomène physique. Ce qui est drôle, c'est que Bell a développé ses inégalités par hobby à côté de sa recherche principale. Ouais. D'ailleurs, Bell, on va en parler sur la relativité, il a fait des trucs sympas aussi. Avec une expérience de pensée sur des fusées reliées par une corde. Il y a des trucs marrants là-dessus. Ouais, Science Étonnante a fait une vidéo là-dessus, je crois. Mais comment il sait qu'il n'y a pas de variable cachée ? Je vois pas comment on montre un truc négatif. Ah bah en maths, tu fais ça tout le temps, hein. Montrer une impossibilité avec des inégalités en fait. Je vais essayer de te retrouver rapidement. C'est pas trop. J'ai pas envie de passer non plus 1 heure là-dessus, mais. Alors attends. Je vais te retrouver ça. Tac. En fait, il y a une analogie qui est. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un YouTuber qui a fait ça. Et je l'ai repris, je l'ai réécrit sous forme de diapo pour le cours que je donnais en mécanique quantique. Tac. Voilà. Voilà, donc pour Bohr et pour l'interprétation de Copenhague, donc les gens qui suivent Bohr, Heisenberg, etc., la mécanique quantique est complète, et pour Einstein, elle n'est pas complète. Il faut des variables en plus, il y a des variables cachées pour Einstein. Tac, tac, tac. Voilà, c'est l'histoire de l'électron que j'ai racontée. Et donc, si la mécanique quantique décrit correctement le monde, il y a cette intrication, ces actions instantanées à distance qui sont de portée infinie. Tu peux éloigner les boîtes aussi loin que tu veux. Et ça fait penser un peu à des poupées vaudou, donc c'est un peu bizarre, ça gênait beaucoup Einstein. Et donc, alors attends, parce que je vais essayer de retrouver l'auteur de ça. Inégalité de Bell. Voilà, Arnaud Amblard. Voilà, je sais plus, une des premières vidéos, il parle de ça. Je vous mets sa chaîne si ça vous intéresse. C'est des vidéos assez longues, avec des interviews dernièrement, où il va vraiment en détail là-dessus sur la mécanique quantique. Et donc, pour résumer ce qu'il dit, je l'ai résumé sous forme de diapo, il y a l'analogie du casino. Donc, on a 2 systèmes, un peu comme les 2 électrons, 2 roues de casino, avec chacune 3 roues, 2 systèmes de 3 roues. Il y a des billes qui partent de chaque côté et qui tombent sur la roulette 1, 2 ou 3 de chaque côté. Et on suspecte qu'il y a un trucage, que le casino triche,
et que les trios ne sont pas indépendants. Donc ce qui se passe, c'est que la boule est envoyée vers chacun des deux trios, et l'observateur, l'utilisateur, décide si ça va sur la 1, 2 ou la 3. Et après, ça tombe sur une case rouge et sur une case noire. Je vais pas tout faire, hein, mais en gros, les inspecteurs, ils se rendent compte que quand ils choisissent un numéro différent, par exemple le premier à gauche, il va envoyer la bille sur le numéro 2, et celui à droite, l'autre inspecteur va l'envoyer sur le numéro 3. Ils choisissent pas le même numéro. Ils font ça plein de fois, et ça tombe sur rouge ou sur noir, et ils se rendent compte que avoir la même couleur arrive une fois sur 4. Donc ça, c'est ce qu'ils observent. Pareil, Alain Aspect, il a observé une certaine valeur avec certaines variables. Donc ici, dans l'analogie, c'est une probabilité d'obtenir la même couleur. Donc ça, c'est ce qui est observé dans le monde réel par une expérience. Et si on fait l'hypothèse de variables cachées locales, donc si on suppose que dans les boules, il y a un dispositif de triche qui emporte avec lui des informations, en disant à chaque fois, par exemple, il y a ce message-là qui est caché dans la boule. Donc si c'est sur le numéro 1, tu vas choisir rouge, 1R, 1 rouge. Si c'est sur le numéro 2, 2N, tu vas choisir noir. Et si c'est le numéro 3, tu vas choisir noir. Et donc la bille, avec ce dispositif de triche, elle arrive ici, l'utilisateur il choisit 2, la bille elle sait que 2, il faut qu'elle aille sur la case noire. Voilà, il y a une triche, il y a quelque chose qui est inscrit dans la boule. Et donc on regarde tous les messages cachés possibles. Donc rouge, 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 noir, rouge, noir, rouge, etc. Il y en a 8. On calcule la probabilité qu'on a observée là, et on se rend compte avec un argument, en réfléchissant un peu, qu'on est obligé d'avoir une probabilité plus grande que 1 tiers, 0,33. Donc s'il y a des messages cachés, les inspecteurs ils font cette hypothèse, s'il y a des variables cachées, alors forcément la probabilité est plus grande que 0,33. Ça c'est une inégalité de Bell, c'est ce que Bell a mis en place. Et si on fait le calcul avec la mécanique quantique, on trouve un quart. Donc ça, on savait ça déjà dans les années 70. Un quart, 0,25, c'est pas bon, ok? C'est plus petit qu'un tiers. Un quart, c'est plus petit qu'un tiers, c'est pas plus grand. Donc l'inégalité, elle n'est pas respectée. Et donc l'hypothèse de départ n'est pas bonne. C'est un raisonnement par l'absurde. S'il y a des variables cachées, alors la probabilité est plus grande qu'un tiers. Or, la mécanique quantique nous dit que ça vaut un quart, donc ça marche pas. Donc il n'y a pas de variable cachée. Donc ça, pendant des années, des décennies, on a su que la mécanique quantique, elle contredisait cette inégalité. Et Alain Aspect, il a fait l'expérience pour de vrai avec un vrai dispositif, et il a trouvé un quart. Il a trouvé exactement ce que prédisait la mécanique quantique. Alors c'est pas ces valeurs-là, hein, c'est une analogie, mais la mécanique quantique a raison et mesure exactement ça. Et donc, s'il y avait des variables cachées, un message codé, là, on trouverait plus grand qu'un tiers, or on trouve un quart. À la fois ce qui est prévu par les calculs et ce qui est mesuré dans le monde réel. Conclusion, il n'y a pas de variable cachée locale. Donc l'histoire des chaussettes, ça marche pas. Il y a vraiment un truc bizarre qui se passe avec une action instantanée à distance de portée infinie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inégalité de Bell, c'est un résultat mathématique qui a été mis en place après la mécanique quantique. Donc tout de suite, on s'est rendu compte que si la mécanique quantique est exacte, alors il y a ces actions à distance. Et ce qui est fou, c'est qu'on a fait l'expérience pour de vrai avec Alain Aspect. Voilà. Si vous voulez plus de détails là-dessus, donc vous allez voir, je vous ai mis la chaîne là, de Arnaud Amblard. Il explique ça beaucoup plus en détail, beaucoup plus longuement.
Il doit bien exister une symétrie de jauge de la relativité générale. Ah ben oui, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, oui, pour essayer de donner un cadre plus cohérent entre la relativité et la théorie des champs. Il y a déjà beaucoup d'avancées là-dessus, hein, mais le problème c'est qu'on n'a pas trop de moyens de tester si ça décrit le monde réel ou pas. En théorie des cordes, par exemple, il y a une très bonne unification entre la gravité et la théorie quantique des champs. Le souci, c'est que on ne sait pas si le modèle qui est trouvé correspond au monde réel, parce qu'on n'a pas de moyen de tester. Par exemple, l'interaction électromagnétique, elle est transportée par les photons, et de manière analogue, si on oublie que la relativité générale est décrite par de la géométrie, on peut dire qu'il y a une particule qui transmet la gravité. On appelle ça le graviton. Et le problème, c'est que pour observer un graviton, il faut des conditions démentielles. Il faut une énergie énorme. J'avais même vu quelque chose comme quoi il faut concentrer tellement d'énergie que ça finit par créer un trou noir et qu'il y a une sorte de censure qui fait que c'est peut-être impossible d'observer le graviton. Donc les théories qu'on met en place, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas possible de les vérifier. C'est un peu dommage, mais voilà, quand on développe quand on développe certaines théories de manière très poussée, des fois on finit par tomber sur ce genre de théorèmes. C'est un peu les théorèmes de Gödel aussi, pour ceux qui connaissent ça en maths, où on se rend compte que la connaissance qu'on peut avoir sur une théorie, elle est limitée en fait. On peut toujours choisir un système de coordonnées librement en fonction de différents morphismes. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Mais oui, il y a des changements de coordonnées par difféomorphisme, oui. Et donc tu peux relier ça à des symétries de jauge peut-être, ouais. Ça, je suis pas spécialiste de ça, donc je peux pas t'en dire plus. Je peux juste te dire que effectivement, il y a beaucoup de liens qui sont faits entre la relativité générale et la théorie des champs. La théorie des cordes, je connais de manière très superficielle, donc je peux pas t'aider. Je ne peux malheureusement pas rester. Bon courage pour le live. Ouais, merci. 1000 fois merci pour vos explications, mais de rien. On est là pour ça. C'est fascinant, j'arrive un peu en cours de route, mais si vraisemblablement il y a une information échangée, est-ce que cela implique qu'elle transiterait via une nouvelle dimension ? Non, il n'y a pas besoin de dimension supplémentaire. Après, on peut imaginer toutes sortes de choses, hein, mais non, c'est dans le cadre, c'est dans le cadre de la mécanique quantique standard, sans dimension supplémentaire. Mais attention, l'intrication ne donne pas un échange d'informations toute seule. Il faut rajouter un transfert d'informations classique en plus. C'est pour ça que ça ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, on rembobine, revenons à nos moutons. On était sur donc, la question du référentiel. Tac. Voilà, et ce que je dis, c'est que voilà, la simultanéité est relative, la mesure des durées est relative. Et ensuite, donc, la question un peu centrale de la vidéo, qui a donné le titre de la vidéo, sur l'âge de l'univers. Donc peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, mais en gros, je parle de deux atomes. J'imagine deux atomes qui ont été créés un peu après le Big Bang et qui ont chacun leur référentiel. Mais il a été éjecté à très grande vitesse. Le son de la vidéo dépasse le son de ta voix. Ah, mais vous entendez la vidéo? Pardon. Moi, je ne l'entends pas, je ne l'ai pas sur le retour. Ok, merci. Et donc, lui, en rouge, là, il a été émis à très grande vitesse. Et donc, on oublie ce qui se passe au niveau au départ avec l'accélération.
on va juste prendre en compte sa vitesse et se rendre compte que, vu qu'il a une vitesse différente, c'est comme pour la fusée, il va y avoir des mesures de durée différentes pour la grille en bleu et pour la grille en rouge. Et notamment, ils ne vont pas mesurer la même durée de l'univers. Donc, je remets le passage sur le paradoxe des jumeaux. Ici, vous avez un jumeau qui voyage, qui fait un aller-retour. Le voyageur vieillit moins, donc la durée ici en rouge est plus courte que la durée en bleu. Je crois que je le remets juste après, mais bon, bref. Donc lui, il vieillit moins. Et donc on pourrait se dire, pour les atomes, c'est pareil, sauf que l'atome, il ne fait pas d'aller-retour. Il vient de loin et il a une vitesse constante. Donc la situation n'est pas tout à fait la même, elle n'est pas du tout la même. Merci Paulestus pour l'abonnement. Merci, c'est très gentil. Donc ici, vous avez le paradoxe des jumeaux qui fait qu'il y a des mesures de durée différentes, sauf que, dans le cas des atomes, là on voit bien que la situation n'est pas symétrique. Il y a la Terre qui est un référentiel galiléen. Donc si vous êtes sur Terre et qu'on oublie la rotation de la Terre, les petites accélérations de la Terre qui sont en fait très, très faibles, hein, j'en parle à la fin de la vidéo, on en reparlera de ça. Mais en gros, la Terre, c'est quasiment référentiel galiléen. Alors que la fusée qui fait un énorme aller-retour avec une énorme accélération, vous allez sentir l'accélération, c'est pas du tout un référentiel galiléen. Et donc, on voit que c'est pas symétrique. Vous êtes la première personne qui reçoit un abonnement de ma part. Ah bah c'est d'autant plus gentil. Merci beaucoup. Donc, ici, on voit que c'est pas symétrique. On voit que le jumeau voyageur, il n'est pas dans un référentiel inertiel, dans un référentiel galiléen. Il va subir des forces d'inertie. Et donc, on comprend pourquoi il y a un décalage entre les deux. On comprend que la situation n'est pas symétrique. Mais ici, pour les deux atomes, encore une fois, j'oublie l'accélération du départ. Je vois juste un atome, la grille en rouge qui se déplace à une certaine vitesse par rapport à la grille en bleu. Et donc un résultat important de la relativité restreinte. Le temps, d'ailleurs je l'ai écrit un peu après. Non, c'était avant. Je ne le vois pas là. Mais bon, bref, le temps mesuré par l'atome en rouge, si on mesure ce qu'on appelle une durée propre, donc un temps entre deux événements qui arrivent au même endroit de son point de vue. Donc par exemple, vous imaginez une première explosion ici, là, à cet endroit, au niveau de l'atome, et une deuxième explosion dans l'espace, ici à cet endroit, toujours au même niveau de l'atome. Pour lui, c'est au même point de la grille. Et donc on appelle ça une durée propre, c'est une durée mesurée dans son propre référentiel. Et cette durée-là, elle est toujours plus courte. Donc si maintenant, au lieu de parler d'explosion, je parle du Big Bang et de maintenant, ici et maintenant, eh ben lui, il va mesurer quelque chose de plus court que moi entre ces deux événements, parce qu'il est en train de bouger. Et donc, moi qui mesure une durée de l'univers de 13,8 milliards d'années, je sais, grâce à la relativité restreinte, que la durée propre vue par l'atome en rouge est plus courte que ça. Et donc, il va mesurer, par exemple, seulement, entre guillemets, 2 milliards d'années. Et le souci, donc ça c'est vrai, ça c'est le résultat de la relativité restreinte. Mais le problème, c'est que, imaginons maintenant que l'atome numéro 2, que vous êtes l'atome numéro 2, l'atome en rouge, vous avez l'impression, vous êtes fixe par rapport à votre propre grille. Voilà, pour vous, la grille en rouge, elle ne bouge pas. Vous ne voyez pas la grille en rouge bouger. Par contre, vous voyez la grille en bleu bouger vers la gauche. Et donc, il y a un atome, l'atome bleu est fixe et voit l'atome rouge bouger vers la droite. Et du point de vue de l'atome rouge, c'est lui qui est fixe, c'est l'atome rouge qui est fixe.
et c'est l'atome bleu qui bouge vers la gauche. Et donc on peut inverser le raisonnement. L'atome bleu, tout à l'heure, je disais que pour lui, l'univers était de 13,8 milliards d'années, et pour l'atome bleu, l'atome rouge est plus jeune. Il va dire, si c'est un atome intelligent, il va dire l'atome rouge est plus jeune que moi. Mais la situation est symétrique là. Pour l'atome rouge, c'est le bleu qui se déplace. Et donc l'atome rouge, il va dire non, non, c'est le bleu qui est plus jeune que moi. Et donc ça paraît contradictoire. Ça paraît contradictoire. Lequel des deux est vraiment plus jeune? Est-ce qu'ils ont le même âge? Est-ce qu'ils se trompent? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que ici, là, on fait de la relativité restreinte dans le vide. La relativité restreinte, ça se fait sans matière. Tu peux mettre un petit observateur, mais c'est tout. Tu mets pas de, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien. C'est juste dans le vide, loin de tout, même sans galaxies, même si elles sont loin, on les oublie. Et on a, dans ce cas-là, ce que je viens de dire, un problème, on a une situation qui est symétrique. Et ce qui nous sauve, c'est que la situation n'est pas symétrique. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, il y a des galaxies. Et l'atome qui a été éjecté à très très grande vitesse, lui, il n'est pas fixe par rapport à la moyenne des galaxies. Alors que l'atome bleu, lui, il est fixe, à peu près. Il y a des légers mouvements de galaxies, mais comparé à l'énorme vitesse de l'atome rouge, ça n'a rien à voir. Donc lui, on peut dire qu'il est à peu près fixe, mais lui, non. Et donc, c'est pas symétrique. Voilà, du point de vue... Donc je refais un peu la vidéo, là. Du point de vue de l'atome bleu, l'univers est isotrope. Donc le même dans toutes les directions. Voilà. Voilà. J'ai juste à faire pause. Ça, c'est l'univers du point de vue de l'atome bleu. Ouais, si vous êtes dans l'espace et que vous ne bougez pas, vous voyez ça. Mais maintenant, du point de vue de l'atome rouge, devant lui, il voit les étoiles lui arriver dans la tronche. Et s'il regarde derrière lui, vous imaginez pareil une personne plutôt qu'un atome, il va voir les étoiles s'enfuir. Et donc, c'est pas isotrope, c'est pas le même dans toutes les directions. Et donc, c'est pas un bon référentiel pour mesurer la durée de l'univers. Et donc, il y en a un des deux qui a raison, c'est l'atome bleu, c'est celui qui est fixe par rapport à la moyenne des galaxies. Et lui, il mesure 13,8 milliards d'années. Donc effectivement, l'atome rouge va être moins vieux, si on peut attribuer un âge à l'atome. Il va avoir 2 milliards d'années, par exemple. Mais ce n'est pas cette valeur-là qu'on va retenir. Parce que si un autre atome qui va encore plus vite, il va mesurer une durée encore plus faible. Il va y avoir plein de durées différentes comme ça, donc c'est pas très stable comme mesure, ça n'a pas trop de sens. Alors que là, on a quelque chose d'assez clair. On prend la durée maximale, on prend le référentiel le plus fixe possible par rapport aux galaxies, par rapport à la moyenne des galaxies. Mon ophtalmo m'a dit que j'étais isotrope aussi. Ah, désolé pour toi. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais... quand vous dites la moyenne des galaxies, vous voulez dire quoi exactement? Alors, c'est une bonne question. Ça paraît un petit peu bizarre comme définition, comme expression, la moyenne des galaxies. Effectivement, pour définir ça de manière très très précise, c'est sûrement compliqué, mais en fait, il ne faut pas oublier que l'atome rouge, il va vraiment vraiment très très vite pour qu'il y ait des effets de dilatation du temps. Et donc, où est-ce que c'est? Voilà. Cet effet-là d'étoile qui lui arrive dans la tronche, il est vraiment, ou qui s'enfuit derrière lui, il est vraiment vraiment marqué. Et donc, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté entre quelqu'un qui est à peu près fixe, qui voit ça, voilà, là j'ai fait pause, si vous êtes fixe, vous voyez ça, et quelqu'un qui se déplace à très très grande vitesse, quasiment à la vitesse de la lumière. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Effectivement, si on veut être ultra précis et savoir qui est fixe entre deux étoiles, c'est difficile à dire. Là, la définition elle va être difficile, mais elles vont à des vitesses faibles
l'une par rapport à l'autre, faible par rapport à la vitesse de la lumière, et donc il n'y a pas d'effet relativiste, quasiment pas. Les deux, s'il y a une civilisation extraterrestre autour d'une autre étoile qui va à une vitesse différente de la nôtre, bah cette vitesse en fait elle est faible. Donc ils vont eux aussi mesurer 13,8 milliards d'années. En convertissant dans leur système à eux, tu vois. Mais... Donc en fait, si on se donne une petite marge de manœuvre, et c'est ce dont je parle dans la fin de la vidéo, pareil, l'histoire de l'accélération des référentiels galiléens, donc c'est ce que je dis là avec le paradoxe des jumeaux. Donc c'est la troisième partie. Voilà, donc pour résumer la deuxième partie, l'âge de l'univers c'est 13,8 milliards d'années. Il y a d'autres référentiels qui vont mesurer une durée plus courte, jamais plus longue, et donc on prend le maximum. Et ça correspond à l'observateur au référentiel le plus fixe possible par rapport aux galaxies. Donc ça dépend de la matière. Donc c'est difficile à définir en relativité restreinte. Et même en relativité générale, c'est pas évident. C'est des histoires liées au principe de Mach, si vous connaissez. C'est des questions que les pionniers de la relativité générale se sont posées. Einstein s'est beaucoup posé cette question. Je ne sais pas si c'est vraiment résolu comme question. C'est un peu cette histoire de différence entre une théorie absolue, avec une grille dans l'espace sans la matière, et une théorie qui prend en compte la matière et qui est définie de manière relative à la matière, de manière relationnelle. Donc je pense que c'est pas encore... on n'a pas encore fini de discuter de ces sujets-là. Vous êtes spécialisé dans quel domaine de la physique? Alors moi, j'ai étudié les quarks et les gluons dans les accélérateurs de particules au CERN, au LHC, à Genève. De temps en temps, ils envoient souvent des protons à grande vitesse les uns contre les autres, mais des fois, ils envoient des noyaux de fer, et ça crée une toute petite boule de feu, très très chaude, tellement chaude que les constituants des protons et des neutrons sont déconfinés. Et ça fait une sorte de soupe très chaude qu'on appelle le plasma de quarks et de gluons. Donc c'est pas le même plasma que dans le Soleil, c'est un autre plasma. Voilà, quark, gluon, plasma, c'est ça. Et moi, je travaillais là-dessus sur des modèles théoriques pour étudier des transitions de phase, ce genre de choses. Mais c'était il y a bien longtemps. Et après, je me suis pas mal spécialisé en mécanique quantique, en fait, dans la théorie de la mécanique quantique. Et ensuite, dernièrement, dans la relativité restreinte, j'ai essayé de pousser ça vraiment le plus possible pour préparer la série qui arrive. Et je suis en train j'ai déjà commencé les diapos là. Sur la chaîne secondaire, je mettrai un cours d'introduction. Je vais essayer de le faire le plus abordable possible. Et je vais essayer dans une première partie en tout cas, de parler d'un maximum de choses niveau bac. Donc sans vecteurs. Alors je sais qu'au lycée on voit les vecteurs, mais ça gêne quand même beaucoup de gens. Et on peut dire des choses sans vecteurs en relativité, sans matrice bien sûr. Juste avec des dérivés en fait. Il n'y a pas beaucoup de... on peut dire beaucoup de choses sans trop d'éléments mathématiques sur la relativité. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas si ça va être facile, mais en tout cas j'ai commencé. Ça va arriver en même temps que la série. Bonjour, vous n'avez pas simulé l'aberration de la lumière. Dans les étoiles qui... Alors ça c'est Space Engine qui fait ça. Ça là. Ça c'est Space Engine. Donc c'est pas moi qui simule, c'est ni moi ni mon frère qui codons ça, c'est directement du Space Engine. Je sais, c'est mon frère qui gère ça. Je sais pas si on peut rajouter l'aberration de la lumière, mais oui, vu la vitesse, là, il y a des phénomènes d'aberration à prendre en compte. Ouais.
Voilà. Ouais, les vidéos à venir, donc c'est ce que je disais au début de live, ça va être sur l'entropie et ensuite sur la relativité. Il y a 3-4 vidéos sur l'entropie et après on démarre à fond la relativité. Même si en vrai, on a déjà un peu commencé avec les 3 dernières. Là. Et comme je voulais parler de la flèche du temps, je vais parler un peu de l'entropie. Ok, donc voilà, la deuxième partie, pour résumer, pour mesurer l'âge de l'univers, effectivement, il y a des objets à très grande vitesse qui mesurent un univers plus court. D'ailleurs, des fois, on dit que le photon qui va à la vitesse maximale, pour lui, il n'y a pas d'intervalle de temps entre le départ et l'arrivée. Alors, c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de référentiel lié au photon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est à la limite, on peut dire ça, on peut dire ça d'une manière un peu... pour vulgariser, mais l'idée, effectivement, c'est que plus vous allez vite et plus l'intervalle est court entre les deux événements, entre le Big Bang et maintenant. Et donc, il y a des référentiels pour lesquels l'âge de l'univers est plus court. Et ce qu'on appelle l'âge de l'univers, c'est l'âge pour les gens fixe dans l'univers, fixe par rapport aux galaxies, et donc c'est la durée maximale. Voilà. Donc ça, c'était le résumé de la deuxième partie. Et troisième partie, alors c'est mieux si je prends le texte. Tac, tac, tac. Donc, dans la définition du temps, je parle des référentiels galiléens. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis ça. Où est-ce qu'elle est? Hop, voilà. Ici, donc je l'ai dit tout à l'heure, la Terre, c'est un référentiel galiléen, mais pas la fusée. Je dois partir pour me nourrir. Oui, nourris-toi, c'est important. Est-ce que vous envoyez l'information quelque part de vos lives? Oui, c'est sur. Je mets ça sur Discord. Comment on fait? Tac, inviter, copier un lien. Voilà, tu peux suivre si tu as Discord. Sinon, sur le Twitter, donc X, sur Twitter X, Livre et Science. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Bon, tu tapes Livre et Science sur Twitter, tu vas trouver. Ou est-ce qu'il y a un horaire? Non, il n'y a pas vraiment d'horaire. Souvent, c'est à 20h, le jour même de la sortie de la vidéo. Donc, je fais pas beaucoup de live. Hein. Je fais seulement un live quand il y a une vidéo. Mais avant, j'en faisais plus. Mais c'est fatigant. Et puis, j'ai envie de passer plus de temps sur la chaîne principale. Peut-être que là, j'ai mes... vous savez, peut-être je suis prof en prépa. À partir du mois d'avril, c'est les concours. Donc les élèves travaillent beaucoup, mais moi je travaille un petit peu moins, vu qu'ils sont, ils sont aux écrits. Donc peut-être que je ferai un peu plus de live à ce moment-là, je verrai. Et après on prépare aux oraux, donc, et puis il y a les TIPE, tout ça, pour ceux qui connaissent. Mais oui, on a une petite pause en avril quand on est prof en deuxième année de prépa. Donc le référentiel galiléen de la Terre et le référentiel qui n'est pas galiléen de la fusée. Galiléen, c'est facile de savoir si vous êtes dans un référentiel galiléen. Vous regardez si vous subissez des forces d'inertie. Si vous êtes dans une voiture qui accélère à fond, vous allez être collé en arrière, vous n'êtes pas dans un référentiel galiléen. Si ça tourne, pareil, si vous tournez sur vous-même, si vous prenez un seau rempli d'eau et que vous le tournez sur lui-même, la surface de l'eau va s'incliner en U, donc c'est pas un référentiel galiléen. Si le seau est dans l'espace et que vous voyez ça, imaginez que vous ne voyez pas les étoiles, vous voyez que le seau. Si vous voyez un U, vous êtes sûr que le seau est en train de tourner sur lui-même, même sans autre indication. Donc vous savez que ce n'est pas un référentiel galiléen. Par contre là, moi je suis assis dans ma chaise tranquillement. Alors ok, je subis l'accélération de la gravité. Ça c'est une autre question, mais on va oublier la relativité générale. Là, je suis pas collé en arrière et mon verre d'eau, la surface est bien plate. Donc là, on est dans un référentiel galiléen. Et la raison profonde, c'est que la voiture n'accélère pas ou ne tourne pas. Donc ici, la Terre n'accélère pas et ne tourne pas. Et là, vous allez me dire, mais si, la Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même, donc il y a une accélération.
Et, donc c'est le sujet de la troisième partie. Ah oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, tant pis. On peut calculer, voilà, on peut calculer l'accélération due à la rotation de la Terre. Voilà. C'est 0,03 mètres par seconde carrée. Sachant que l'accélération de la gravité, 1g, c'est 9,8. Vous comparez 9,8 à 0,03. Oui, c'est 300 fois plus faible, cette accélération, que vous subissez à l'équateur. Si vous êtes au pôle Nord, vous ne la subissez pas, vous ne tournez pas sur vous-même. Quoi, vous tournez sur vous-même, mais vous êtes pas, vous êtes sur l'axe de rotation, donc il n'y a quasiment pas d'accélération. Par contre, si vous êtes à l'équateur, effectivement, là, il y a une petite accélération, comme si vous tourniez une fronde. Mais la vitesse de rotation est tellement lente que l'accélération elle est très très faible. Et je donne un autre exemple, je parle du système alpha du Centaure. Donc c'est un système double, c'est 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Et alors, je crois qu'elles ont une distance de 80 unités astronomiques. Non, une période de 80 ans. Donc elles mettent 80 ans à tourner l'une autour de l'autre. Et une distance de 20 unités astronomiques, c'est-à-dire 20 fois la distance Terre-Soleil. Donc vous imaginez des étoiles très loin l'une de l'autre, mais avec une période de rotation très lente, très grande. Et on peut calculer grossièrement l'accélération liée à ce mouvement. C'est du 10 puissance moins 5, un 100 millième. 500 fois plus faible que l'accélération de la pesanteur. 500 fois plus faible que 1G. Donc c'est quasiment négligeable. Oui, donc la rotation de la Terre, c'est la raison du pourquoi des lancements de fusées Bon, je vais réussir à lire ta phrase. Oui, c'est pour ça que les lancements de fusées sont proches de l'équateur à cause de cette petite accélération. Ça économise de l'argent pour le décollage. Oui. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je crois que c'est ça la raison principale. Et d'ailleurs, le meilleur site du monde, c'est en Guyane. C'est pas en Floride ni au Texas. La Guyane est encore plus proche de l'équateur. Et avant, les Russes, ils avaient le Kazakhstan, donc ils avaient une base de lancement plus au sud, mais bon, bref, il faut se rapprocher de l'équateur. Et donc, on va négliger en fait ces accélérations et on va dire que la Terre, c'est quasiment un référentiel galiléen. Ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous vous placez, mais en gros, ça fonctionne. Il suffit de négliger les accélérations trop grandes, les petites accélérations des étoiles. Est-ce que si une paire électron-positron apparut spontanément à l'horizon des événements d'un trou noir, ouais, ça c'est l'idée de Stephen Hawking, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, peut-elle être sujette à l'interaction quantique? Si oui, observer la particule à l'extérieur du trou noir serait-elle une manière potentielle de récupérer des informations quantiques de ce qui se passe à l'intérieur? Le vieillissement des particules est-il commun dû au fait du glissement temporel? Les particules ne vieillissent pas en fait. Les particules stables, elles gardent leur intégrité, elles gardent leur identité, si tu veux, tout le long de leur vie. Donc, si tu récupères un électron, tu ne peux pas savoir s'il a été émis il y a 10 minutes ou s'il a été émis il y a 10 milliards d'années. Par contre, il y a des particules radioactives, par exemple, si on considère que du carbone 14, c'est encore dans ce qu'on appelle une particule, le carbone 14, il met, je ne sais plus, 6000 ans, un truc comme ça, à se désintégrer en demi-vie. Mais si tu prends un atome de carbone 14, pareil, tu ne peux pas savoir quand il va se désintégrer. Peut-être qu'il va se désintégrer dans une minute, peut-être qu'il va se désintégrer dans 6000 ans, peut-être dans 10 000 ans. Tu peux faire seulement des statistiques. Et donc, ce que je dis ici, là,
quand je dis que cet atome-là, il a vécu 2 milliards d'années, concrètement, avec juste un atome, tu peux pas le savoir. J'en parle dans la vidéo, il faut soit faire des statistiques sur un grand nombre d'atomes, soit prendre un système plus gros qui peut se dégrader et vieillir. Un atome ne vieillit pas, en fait, il est trop petit, il est trop simple. Il faut un système plus complexe où tu vas pouvoir comprendre la dégradation comme une mesure du temps. Ce que je veux dire par vieillissement, c'est le changement de l'état de la particule au fil du temps. Oui, eh ben un électron ne change pas d'état. Tu as des particules qui peuvent changer d'état, qui peuvent osciller. Dans un atome, tu peux avoir des électrons qui changent de niveau d'énergie régulièrement, mais ça ne te dit pas si l'atome il a été émis il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a un siècle. Donc tu ne peux pas mesurer le vieillissement. Après, je peux répondre à ta question quand même. Est-ce qu'on peut récupérer de l'information de ce qui se passe à l'intérieur avec l'intrication quantique? Ok. Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas, parce que si tu veux traiter l'intrication quantique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il te faut un canal en plus qui est classique, qui n'est pas quantique. Et donc tu vas peut-être avoir des influences d'intrication, mais tu vas rien pouvoir en faire. Parce que si tu veux traiter 2 particules intriquées, si tu veux transmettre de l'information avec ça, il faut que les 2 personnes à distance se mettent d'accord sur une procédure de mesure. Et donc, et qu'elles échangent ensuite les résultats de ces procédures. Et cet échange-là, le fait de se mettre d'accord et cet échange, ben, tu dois le faire de manière classique. Tu dois envoyer un signal lumineux ou une lettre ou un hibou, tout ce que tu veux. Il faut un truc classique, ça ne peut pas être quantique. Et donc tes particules, même si elles sont intriquées, tu vas pas pouvoir récupérer d'informations. Un trou noir, justement, c'est un système qui est très simple. Peu importe la complexité de ce que tu as envoyé à l'intérieur, le trou noir, il se décrit de manière extrêmement simple. Tout est simplifié par l'horizon, en fait. Et tu peux simplifier ça en 3 grandeurs: la masse du trou noir, la charge électrique et son spin, son moment, la manière dont il tourne sur lui-même, son moment angulaire. Donc t'as 2 nombres et un vecteur. Donc tu as 5 nombres, je crois. En tout cas, ça simplifie énormément. Donc tu peux pas récupérer d'informations de ce qu'il y a dedans. Les informations comme le spin sont invariables, oui. Oui. Et même si elles varient, même si la projection du spin, par exemple, change, ça te donne aucune information sur la vie passée de la particule, sur son âge, sur ce qu'elle a vécu. Et un électron n'a pas de mémoire. Pour avoir de la mémoire, il faut un système plus gros, il faut un stockage d'informations, il faut un système macroscopique. Ça, j'en parle dans la vidéo précédente. Là-dedans, vers la fin, il y a une question là-dessus. C'est lié à l'entropie un peu, on en reparlera peut-être un peu. Mais la mémoire, hein, c'est pas forcément quelque chose de lié aux humains. Un ordinateur peut avoir de la mémoire. Et même un objet inerte, tu peux lui attribuer une forme un petit peu rudimentaire de mémoire en regardant comment il subit le passage du temps. Par exemple, si tu étudies une roche, tu peux savoir quel est le passé de la roche, si elle a été érodée, etc. Mais il te faut absolument un objet suffisamment gros. Si tu récupères une molécule et que tu arrives à faire des mesures dessus, tu ne vas pas pouvoir savoir grand-chose de son passé.
Il n'y a pas assez de variables dans la molécule pour stocker de l'information. C'est trop simple une molécule. C'est une histoire de complexité, ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, j'ai à peu près dit ce que je voulais. Ah non, j'ai pas fini là-dessus. On va pouvoir finir là-dessus après. En somme, on ne saura jamais récupérer des informations de ce qui se passe dans un trou noir. C'est fascinant mais déprimant. On ne sait pas, hein, mais... On sait pas, mais a priori, on a quand même de bonnes raisons de penser que c'est coupé du reste de l'univers. C'est presque la définition d'un trou noir. Mais après, je sais pas. Peut-être qu'il y a des zones... On peut toujours imaginer des choses, hein, mais si on en croit nos théories actuelles, non, on peut pas. Voilà, donc pour revenir là-dessus, les accélérations en pratique de la plupart des référentiels liés à des objets réels sont faibles. Et donc, on va pouvoir dire que ce sont à peu près des référentiels galiléens. Est-ce qu'il existe un objet réel, solide, qui est attaché à un référentiel parfaitement galiléen? Non, sûrement pas. Mais en se donnant une petite marge de manœuvre, en n'étant pas trop... en étant un petit peu tolérant, en se disant que, regardez, la valeur des accélérations, là, c'est tellement faible, on peut dire que c'est quasiment nul, que c'est négligeable. Et donc, alors négligeable devant quoi, je sais pas, il faudrait trouver un critère. Mais en tout cas, on peut se permettre de dire que c'est quasiment galiléen. Et donc, pour en revenir à la vidéo, les horloges que j'attribue à ces référentiels vont être de bonnes horloges pour mesurer le temps. Donc ça rejoint, on est toujours sur la même histoire. On a deux référentiels qui sont... Il y en a un qui est boosté par rapport à l'autre, il y a une propulsion, donc il a vitesse constante. Les Anglais disent boost, moi je dis propulsion, je traduis ça par propulsion. Ça se traduit pas trop, dans la littérature on dit boost. Donc c'est la transformation centrale en relativité restreinte, on en reparlera beaucoup. Vous avez une vitesse constante, un objet à vitesse constante. Et donc si vous attachez, d'ailleurs je crois qu'il y a l'animation vers la fin, si vous attachez une horloge à ces référentiels, non c'est avant, ah zut, l'animation est trop courte, je l'ai sauté. Bon, bref, si vous attachez des horloges à ces référentiels, on l'a dit, à cause de la relativité, les durées mesurées vont être différentes, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse, c'est que les rapports restent stables. C'est ça. Donc ça, pour ça, pour plus de détails, il faut regarder la vidéo Qu'est-ce que le temps? Donc pas la précédente, celle d'encore avant. Où je parle d'une sorte d'équivalence, on appelle ça une classe d'équivalence, entre différentes horloges. Et ce que je dis, c'est que on va mettre en équivalence des horloges si elles ont des rapports stables. Donc par exemple, vas-y, on va essayer de retrouver les trucs. C'est un petit peu abstrait comme ça, il faudrait... Ah voilà, c'était avant, c'est pour ça. Voilà, donc là vous avez des horloges, une horloge liée à chaque référentiel. Tac, 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 voilà. Et là, avant, après. Et là vous avez deux horloges, donc il y en a une en haut, une en bas. Une horloge numérique, là, avec des chiffres qui s'affichent,
et un pendule. Et là, vous voyez, les tics à gauche, là, encadrés en rouge, ils arrivent tous les multiples de 3. Vous voyez, sur 3, 6, 9, 12, et 3, 4, 5, 6, 9, 12. Donc c'est décalé. Une période du pendule, c'est 3 tics ici. Donc elle ne mesure pas les mêmes valeurs d'intervalle. Mais le rapport de 3 reste constant. Et donc, ça va être 2 horloges valables. Ça va être 2 bonnes horloges. Donc la montre ici et le pendule, je vais pouvoir les utiliser comme des bonnes horloges. Et si j'en mets une dans un référentiel qui se déplace à grande vitesse, elles ne vont pas mesurer les mêmes durées à cause de la relativité, mais le rapport va rester stable. Et donc, si celle-là c'est une bonne horloge, si j'ai pris 2 bonnes montres, 2 bonnes horloges et que j'en ai placé une à grande vitesse, là, si la vitesse reste constante, si c'est 2 référentiels galiléens, ça va rester 2 bonnes horloges. Je vais pouvoir dire que les deux mesurent effectivement le temps. Par contre, si on a une qui est accélérée dans tous les sens, la mesure du temps va faire n'importe quoi et ça ne va pas marcher. Et donc, on peut terminer le raisonnement. Peut-être le mettre sur la vidéo, ça, le schéma sera plus joli. Ici, là, en regardant le nombre d'étoiles en fonction de l'accélération, on a vu que quand les étoiles avec de très fortes accélérations, donc à droite, elles étaient très rares. Vous voyez, la courbe, elle descend là. Je le dis dans la vidéo, c'est pas la vraie courbe, ça c'est juste un support pour le raisonnement. Mais en gros, on met une limite. On va enlever toutes les étoiles, toutes les planètes qui ont trop d'accélération. Et on va prendre une certaine marge de manœuvre ici, avec des accélérations très faibles. Des accélérations qui sont non nulles, ok, mais qui sont très faibles. Et on va dire que les référentiels sont quasiment des référentiels galiléens. Et donc, le raisonnement sur l'horloge fonctionne, et toutes les horloges là-dedans vont fonctionner. Donc, même si sur Terre, il y a un peu d'accélération, même si ce n'est pas vraiment un référentiel galiléen au sens strict, les horloges qui sont sur Terre, elles mesurent le bon temps, les bonnes durées. Et si j'ai une fusée qui passe à toute vitesse, mais à vitesse constante, ça reste un référentiel galiléen. Donc ça, c'est un petit texte. Voilà. Si vous avez une première montre fixée sur Terre, par exemple, à un référentiel galiléen, donc la montre, elle ne subit pas d'accélération. Si vous prenez une deuxième montre que vous fixez sur le référentiel de la fusée à vitesse constante, alors ce deuxième référentiel, lui aussi, il est galiléen. Donc ce boost, cette transformation à vitesse constante, elle conserve le fait d'être un référentiel galiléen. Et les montres que j'associe à tous ces référentiels galiléens vont être de bonnes montres, de bonnes horloges. Et en pratique, effectivement, il y a de toutes petites accélérations, mais bon, on va négliger. Alors, ce qui me bluffe, c'est l'expérience du coureur dans le TGV. On imagine le TGV à vitesse de la lumière, le coureur ne va pas plus vite que le TGV. Ouais, mais ça, on va en parler. Je ferai des vidéos bien détaillées là-dessus. On ira tranquillement là-dessus. C'est le fait que les vitesses ne s'ajoutent pas, effectivement. Donc, si vous êtes dans un TGV à 100 km/h par rapport au sol et que vous lancez une balle devant vous à 30 km/h vers l'avant, s'il y a une vache dans le champ qui mesure la vitesse de la balle, elle va faire 100 plus 30, elle va trouver 130 km/h. Et bien ça, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Les vitesses ne s'ajoutent pas, en fait. Il y a un tout petit décalage qui est très très léger à basse vitesse, mais qui devient important quand on se rapproche de la vitesse de la lumière. Et donc la loi de composition des vitesses, ce n'est pas une addition, c'est juste qu'à très basse vitesse, ça tend vers une addition. Et donc on a l'impression que c'est une addition, mais en fait non, c'est pas une addition. Donc il ne faut pas faire 100 plus 30, il faut utiliser une formule un peu plus compliquée, qui donne quasiment 130 à basse vitesse, ça marche quasiment parfaitement, mais il y a un tout petit décalage, et à haute vitesse, ce décalage est important, et donc on se rend compte que l'addition ne fonctionne pas.
J'ai vu Tenet il y a 2 jours, suite à votre vidéo qui m'a fait découvrir ce film. Ok, j'espère que tu as bien aimé. Quelque chose m'a beaucoup surpris dans votre vidéo avec l'exemple à 5 minutes 15. Je pensais que l'entropie d'un système ne pouvait que croître par définition. Or, dans l'exemple, alors ça tombe bien, je vais faire 4 vidéos sur l'entropie là, donc tu vas être ravi. Or, dans l'exemple, si je comprends bien, il est simplement beaucoup plus probable qu'elle augmente plutôt qu'elle ne diminue, mais cependant, rien n'interdit formellement sa diminution. Oui, effectivement. Tu peux avoir une diminution de l'entropie pour de tout petits systèmes de manière spontanée. Ce qui fait que le second principe de la thermodynamique n'est pas une loi fondamentale de l'univers. C'est une loi qui fonctionne quand tu dézoomes pour les systèmes macroscopiques. En gros, tu peux prendre l'exemple d'un gaz qui diffuse, qui se déplace quand tu ouvres une paroi. Donc tu ouvres une paroi centrale ici, et donc si tu as quelques molécules, elles vont avoir tendance à diffuser à partir dans toutes les directions. Et donc si tu attends un petit peu, elles vont être plutôt, je vais en mettre 4, elles vont être réparties un peu partout dans la boîte. Et si tu fais ça donc avec 4 particules, ça donne ça. Si tu fais ça avec des milliards et des milliards de particules, ben, au début, le gaz remplit la partie droite et de l'autre côté, tu as le vide. Et puis après, le gaz s'étend et puis tu en as partout. Donc ça, c'est un système à entropie élevée. Donc si tu montes comme ça, si tu passes du premier système au deuxième, l'entropie a augmenté. S, l'entropie a augmenté. On a notre S, l'entropie. Et ici, pareil. Entropie augmentée. Ici, c'est pas impossible, si tu attends un petit peu, que par le plus grand des hasards, à force de rebondir, les billes, les molécules se retrouvent toutes du côté, pas mettre de pointillé, du côté gauche. Et donc l'entropie a diminué toute seule. Par contre, c'est absolument improbable. Le nombre est délirant. Il y a le nombre d'atomes là, typiquement c'est du 10 puissance 23. Et tu calcules des combinaisons à partir de ce nombre. Donc c'est du 10 puissance 23 par exemple. Donc les nombres sont vraiment, vraiment, vraiment très très grands. Imaginez un nombre très grand, bah, c'est encore beaucoup plus grand que ça. Voilà. Si vous voulez une idée de ce que c'est. La probabilité que dans votre pièce, là où vous êtes, toutes les molécules se combinent dans un coin et que vous vous retrouviez asphyxié, cette probabilité elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Par contre, s'il n'y a que 4 molécules, bah, c'est pas impossible que par hasard elles se retrouvent vers la gauche. Et donc là, l'entropie elle a diminué. Donc l'entropie peut diminuer spontanément dans les tout petits systèmes. Mais généralement, on parle d'entropie pour les gros systèmes, pour les systèmes macroscopiques. Alors, lors de la création des particules et antiparticules, il y a un changement de vitesse. Il y a une conservation de la quantité de mouvement qui fait que les vitesses... Tu as une énergie qui peut être au repos, et effectivement des vitesses qui partent à droite et à gauche. Voilà. Bon, le deuxième principe, c'est macro. C'est improbable, mais pas impossible. Ouais. Mais c'est tellement, tellement, tellement improbable que on dit que c'est impossible pour les gros systèmes. Voilà, vous savez peut-être si vous mélangez un jeu de 54 cartes, 52 cartes, donc c'est 52 factoriel, votre mélange est unique. Il n'y a personne au monde qui a mélangé comme ça. Si vous mélangez vraiment pendant 5 minutes, et que vous vous arrêtez au bout de 5 minutes, faites un vrai mélange. Si vous coupez juste une fois, c'est pas un vrai mélange. Vous mélangez vraiment, vous prenez une valeur aléatoire parmi les factoriel de 52 possibilités, vous êtes quasiment sûr que personne n'est tombé là-dessus. C'est tellement grand déjà ça. Alors imaginez une combinaison à partir de 10 puissance 23, c'est vraiment, vraiment impossible. C'est pas strictement impossible, mais c'est tellement improbable. Voilà.
Est-ce qu'il y a le changement de vitesse pour les particules au niveau du trou noir, Tac. Ici, il n'y a pas de changement de vitesse. Non, non, c'est... Il y a émission d'une particule dans un sens et d'une antiparticule de l'autre. Tout se passe à la frontière, là, quasiment à la frontière, et donc l'antiparticule, elle est absorbée, point. Elle n'a pas le temps de changer de vitesse. Ce qui fait qu'elle s'échappe, elle, c'est parce qu'elle part déjà dès le début dans la bonne direction. Si vous voulez, je ferai une réponse. Si vous voulez, pour le prochain live, je regarderai, si vous y êtes. Je vous ferai une réponse en détail avec tous les points de vue possibles. Mais en attendant, vous voyez une vidéo de Science Click là-dessus, si vous voulez aller voir. Pareil pour les parties d'échecs, oui, les mélanges de Rubik's Cube, ouais. Je sais pas lequel est le plus grand. Ouais, je sais pas non plus. Mais c'est des nombres qui deviennent très vite très très grands. Dès que vous faites des combinaisons, ça dépasse très vite le nombre d'atomes dans l'univers, en fait. Les nombres sont tellement délirants. Un nombre de combinaisons, c'est toujours énorme par rapport au nombre d'objets. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai fait le tour là j'ai commenté tout ce que je voulais commenter sur la vidéo. Voilà. Vous voyez à quoi ressemblent les schémas avant l'animation. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, les prochaines vidéos, c'est sur l'entropie. Et la série sur la relativité dans la foulée. Donc, d'ici 2-3 mois, je pense. Vous n'utilisez pas la tech. Ah si, j'utilise la tech tous les jours, mais pas pour ça. Pas pour ça, parce que là, c'est juste... j'écris mon texte comme ça me vient. C'est ce que je disais au début. Je passe beaucoup de temps à faire toutes les recherches. Et quand je sens que je suis prêt, je prends mon fichier texte et puis je fais ça. Là, c'est assez facile sur les documents texte de mettre des images rapidement. Voilà, j'ai pas besoin de la tech pour faire ça. J'ai pas de formule à mettre. Les schémas, ils ont pas besoin d'être beaux. Je fais ça sous Paint rapidement. Le but, c'est d'aller vite, en fait, quand je fais ça. Mais oui, sinon, j'utilise la tech. J'adore la tech. C'est vraiment mon outil de travail pour le boulot et pour quand je fais un peu, pas de recherche, mais quand je prends des bouquins de physique et que je travaille dessus, je prends mes notes en la tech. Live très intéressant, merci. Les vidéos sur l'entropie, ça va être un régal, j'espère. En tout cas, je me suis régalé à écrire les premières déjà. Il y en a déjà 2 de tournées. Ouais. La première, c'est, je peux vous le dire, la première, c'est l'entropie et la mort thermique de l'univers. Donc le fait que l'énergie ne fait que se diffuser. Jusqu'à ce que toute l'énergie soit parfaitement égalisée partout dans l'univers. Donc ça, c'est la mort thermique de l'univers. Avec un message optimiste à la fin, vous verrez. C'est pas une vidéo déprimante. La deuxième que je viens de tourner, j'ai tourné 2 fois d'ailleurs, parce que la première fois, il y avait le bruit de l'ordinateur en fond, le bruit du ventilo horrible. La deuxième, c'est l'entropie et l'origine de la vie. Donc je parle de... Des fois, on se demande comment est-ce que la vie peut apparaître, comment est-ce que l'ordre peut apparaître, alors que l'entropie est censée augmenter, le désordre est censé augmenter. Donc, spoiler alerte, c'est parce que la vie, les systèmes vivants ne sont pas des systèmes isolés. Voilà, je parle de ça en détail. Il y en aura une sur l'entropie et le désordre. Pour vulgariser, on dit que l'entropie c'est le désordre, mais en fait c'est pas toujours vrai. Et il y a plein de subtilités là-dessus, et il y a plein de choses à dire. Et la 4e, ce sera l'entropie et la flèche du temps. À la base, je voulais faire juste celle-là, mais... Voilà, donc je pense qu'il y aura 4 vidéos sur l'entropie. Il y en a déjà 2 de tournée, qui sont en cours de montage.
Et on va essayer de tenir un rythme d'une vidéo toutes les 3 semaines. Je sais pas si on y arrivera, mais on va essayer. Salut parasitaire, question hors sujet. Est-ce que le vide au cœur des atomes peut subir une création de particules issues de l'énergie du vide? Quelles conséquences? Oui. La conséquence, c'est que la charge, par exemple, de l'électron, en fait, c'est pas la charge de la particule de base, parce qu'il y a des électrons et des positons autour qui ne font que apparaître et disparaître. Et donc, la particule est habillée par ces fluctuations. Et donc, ça modifie la charge, ça modifie la masse. Donc oui, cette fluctuation du vide, ça a une influence très concrète sur les mesures, sur les valeurs des masses et des charges. Et d'une certaine manière, à cause de ça, on peut dire qu'un électron n'est pas ponctuel. Et en plus, on mesure les fluctuations avec l'effet Casimir, pour ceux qui connaissent. Vous mettez 2 miroirs l'un contre l'autre, il y a des effets d'attraction. Voilà. Je découvre la chaîne, c'est une vraie pépite, merci. Et ces lives sont une belle cerise sur le gâteau. Ouais, les lives, c'est vraiment... j'aime bien parce que c'est l'occasion d'aller un peu plus en détail. Déjà, là, dans les vidéos de réponse aux questions, là, vous avez peut-être vu, hein, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, les 2 dernières vidéos sont un peu plus compliquées quand même que d'habitude. Vu que c'est des réponses aux questions, je vais un peu plus en détail. Donc j'ai moins cherché à vulgariser à tout prix. Des fois, par exemple, la deuxième partie de celle-là, bon, je sais que c'est des fois un peu technique, mais j'avais envie de le faire. C'est bien aussi d'aller dans le détail. Et les lives, ça permet de faire ça aussi. Tac. La dernière, ça parlera de Tenet. Ouais, peut-être que je ferai une référence à cette très vieille vidéo, il y a 3 ans. Voilà. La chaîne commence à être un peu âgée, là. Ouais. Là, c'était... Alors, il y a eu d'autres vidéos qui ont été supprimées depuis, que je referai. J'étais pas satisfait de la qualité, et puis il y avait des passages que je voulais refaire. Sur l'histoire des sciences, des trucs comme ça. Mais ouais, ça c'était vraiment le début. Et c'est celle-là qui a fait que la chaîne a démarré. La particule la plus mystérieuse de l'univers. Le neutrino. Et donc, ouais, il y a eu 3-4 vidéos de supprimées. Donc, il y a eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 8 vidéos. Peut-être la 10e vidéo qui a vraiment commencé à marcher. Et avant, ça faisait 400, 600 vues par vidéo. C'était le bon vieux temps. Ah, il y en a qui se souviennent des vidéos supprimées. Ouais. Il y a plus de blagues. Et trop de blagues. Ah, ça collait pas trop à l'image que je commençais à donner de la chaîne. Et puis, même la qualité n'était pas folle. Mais ouais, je vais les refaire. S'il y en avait sur Archimède, sur Pythagore. Il y avait les inventions de l'Antiquité, les inventions du Moyen-Âge. Il y en avait quelques-unes que j'ai déjà refaites là. La découverte des éléments, celle-là, c'était une ancienne que j'ai refaite là. Ouais. Ouais, là, j'en ai refait quelques-unes. La fusion aussi, elle a très bien marché. Et après Interstellar, là, qui a fait trop de blagues. Est-ce que c'est possible? Ouais, il y avait trop de blagues et moi, je trouvais que ça déconcentrait un peu le propos. Ça devenait des sketchs par moment. Alors je m'amusais bien, on rigolait bien, mais Tu fais des blagues aussi dans tes cours? Oui, mais c'est pas des blagues prévues, quoi. C'est selon la circonstance. J'aime bien répondre du tac au tac aux élèves et ça les fait rire, mais c'est pas des blagues écrites, quoi. Parce que j'avais des profs qui faisaient les mêmes blagues d'une année à l'autre. Je sais parce que j'ai fait 2 fois, là, j'ai fait 5 demi, j'ai redoublé la 2e année de prépa, et j'avais les mêmes profs, et mon prof de physique notamment, il faisait les mêmes blagues. En parlant de blagues, êtes-vous d'accord que Naruto est au-dessus de One Piece? Ouais, pour moi Naruto c'est le meilleur manga. C'est mon manga préféré en tout cas. Je suis en train de regarder les Shippuden d'ailleurs à petites gouttes, là, il y en a beaucoup. Mais ouais, Naruto, ça m'a beaucoup marqué.
Dragon Ball, c'est vraiment, vraiment très bien aussi. Aïe, ce que j'entends. Mais One Piece, c'est exceptionnel, hein, attention. Là, on est en train de comparer des chefs-d'œuvre, là. One Piece, c'est exceptionnel. Hunter x Hunter aussi, j'aime énormément Hunter x Hunter. Euh, Malgré des fois, des fois c'est un peu malsain, c'est un peu trop violent Hunter x Hunter. Mais non, c'est trop bien. Euh, Sinon, alors je les ai pas lus, mais j'ai vu les animés de Full Metal Alchemist, la deuxième version. J'avais vu la première version au tout début, et ils ont refait un animé en fait. One Piece en ce moment c'est exceptionnel. Ouais, mais le souci c'est qu'il y a 300 000 épisodes quoi, donc. Et j'ai un peu décroché One Piece à Dressrosa, là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a eu 2 arcs où c'était un peu toujours pareil, ça m'a un peu. Mais je reprendrai, hein, c'est bien One Piece. Ouais, donc là, ça faisait énormément de vues, la chaîne, jusqu'à Tesla après, à peu près. Et après, ça s'est calmé, là. Donc là, il y a eu beaucoup d'abonnés, c'était cool. Et voilà, et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont restés. Et après, les, les vidéos faisaient beaucoup de vues, même si c'était moins. Voilà, ça a jamais refait à 700 000 vues, quoi. Mais bon, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. C'est par pic. Voilà. Il y a eu toute la série sur l'électromagnétisme qui a commencé là, avec les pôles magnétiques, l'éruption solaire, et qui s'est terminée avec les aurores boréales. Voilà, il y a eu le coup du prix Nobel qui a bien marché. S'il y a un gros truc d'actualité, j'essaierai de faire pareil, de faire une vidéo le plus rapidement possible. Là, vraiment, j'avais tout coupé, je faisais plus que ça pendant 2-3 jours, là. Enfin, je donnais mes cours quand même, mais dès que je rentrais, je bossais là-dessus. Voilà. Et là, donc, on a déjà un peu démarré la relativité. Il y a les 4 vidéos d'entropie, et puis, voilà. Puis il y a eu celle-là aussi sur les maisons gravitationnelles, où je parle justement des référentiels galiléens. Donc ça a servi pour la suite. Tout est lié. Voilà, c'est pas fait exprès, hein, mais je m'en suis servi. Comme diraient certains, on n'entre pas docilement dans cette douce nuit qu'est One Piece. Oui, c'est bien d'avoir une vie aussi. Non, non, c'est très bien One Piece. Après, il vaut mieux lire les screens que, les, que les regarder si tu veux avoir une vie à côté. Et ouais, du coup, j'avais fait cette vidéo sur la résistance à la foudre, comme il est en caoutchouc. Il y avait celle sur Naruto et celle sur Dragon Ball. Ouais. Il y en a 3, je crois, sur les mangas. Voilà. Je m'étais demandé si j'en faisais une sur Dune, comme il y a Dune qui sort là. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier, ils font des combats avec des lames qui qui doivent pas arriver trop vite, sinon ça tape contre la protection. Donc il faut faire des mouvements fluides et lents avec un champ de force. Il y a peut-être moyen de faire un truc là-dessus, mais j'ai pas trouvé trop d'idées. Euh, mais ouais, je fais moins de. Là, déjà, j'ai beaucoup de trucs à faire sur les séries normales, donc je fais moins de hors-sujet. Ça ne vous joue pas des tours avec les élèves de faire partie du YouTube Game? Alors déjà, je fais pas beaucoup de vues hein, comparé au gros, hein. Voilà, les vidéos, elles font 15 000, 50 000 vues. Mais non, ils savent, ils sont au courant et ça leur plaît, et non, il n'y a pas de souci. Ni avec les élèves, ni avec les collègues, c'est pas un problème. Si je peux me permettre une critique de la forme de tes vidéos, à défaut de blague, une expression moins neutre, c'est parce que je me concentre, c'est pour ça. C'est possible plus de sourire. Mais en fait, je souris plein de fois, mais ça se voit pas. C'est parce que j'ai un sourire léger. Genre les fins de vidéo, je vous jure, je souris intérieurement en fait. Mais je montre pas. C'est pas parce que tu montres pas tes dents que tu souris pas en fait. Mais oui, on me le dit souvent que j'ai une expression un peu. J'ai une BRF, enfin, pour ceux qui connaissent. Bitch Rest Face. Mon visage neutre et on a l'impression que je fais la gueule. Mais non, non, je suis très heureux dans la vie, je vous rassure. Forcément, je fais de la physique. Donc,
Si j'avais eu un prof comme toi, j'aurais sûrement poursuivi plus longtemps mes études. Mais c'est gentil. Effectivement, des fois, les profs, ça peut aider ou à l'inverse, te décourager de suivre une voie. J'ai pas l'impression de voir la même personne en live que dans les vidéos. Ben oui, là je discute en direct et encore par écran interposé. Vous avez un air de Claude Cohen-Tanouchi. Ah bah, c'est gentil, parce que par contre je suis pas prix Nobel, hein, je vous préviens. C'est pas le même calibre. Mais oui, quand je tourne, déjà je suis concentré parce que c'est pas un prompteur. Je lis mon texte, j'apprends la phrase et je le récite. J'aime pas trop l'effet prompteur de voir les yeux bouger, j'aime pas trop faire ça. Donc, après, pourquoi pas, hein, mais je préfère faire sans. Et du coup, il faut que je me concentre. Et quand tu te concentres, ben, tu as le visage qui se ferme forcément. Puis en plus, je parle de sujets lourds, hein, la mort thermique de l'univers, tu vois, c'est pas. Non, c'est le fait d'être concentré, ouais, ça fait ça. Et puis là, ouais, je suis en direct, donc je suis un peu plus. Vous avez un peu plus accès à qui je suis vraiment, même si c'est encore par, par écran interposé. Voilà. Mais je vous assure, dans la vie, je suis très, très souriant, pour de vrai. C'est juste pas en vidéo, quoi. Et puis, ouais, tu parles à. On s'en rend pas forcément compte, mais je parle à une caméra, en fait. Et une caméra, c'est pas très. C'est pas très avenant, en fait. C'est pas très souriant, une caméra. Euh, voilà. Ouais, en fait, je suis pas dépressif. Et ouais. Mais comme je disais, faire de la physique, ça rend heureux. Donc, si, il y a eu des physiciens dépressifs, Boltzmann notamment, très connu pour ça. Celui qui a mis en place justement ces histoires de physique statistique basées sur l'entropie, etc. Euh, donc, ouais, c'est pas une garantie. Mais ouais, je suis moins tendu qu'avant. J'ai fait un effort là-dessus, mais je sais que j'ai encore un visage un peu fermé en vidéo. Euh, Après, des fois, ça aide. Ça aidait au début parce que je faisais un peu d'humour pince sans rire, justement. C'est à cause des critiques qu'il s'est suicidé, lui. Ouais, entre autres, hein, des physiciens qui se font critiquer, c'est tout le temps, en fait. Donc, je pense qu'il avait un terrain un peu dépressif à la base. Le décor et la photo à travailler. La photo. Ah, la photo, tu veux dire la colorimétrie ou la miniature? Le décor, ouais, mon frère m'a dit qu'il fallait que je mette un. Il m'a acheté une. C'était mon cadeau de Noël. Il m'a acheté une guirlande. Je sais pas si je l'ai là. Ah, je l'ai, attends. Il m'a acheté ça. Hop. Voilà, Smart LED, pour mettre derrière. Donc c'est un truc qui se merde, pardon. C'est un truc qui se déroule comme ça et tu mets sur le mur alors je pense que je vais le mettre là je vais le mettre derrière là pour le live, mais pas dans mon salon. Là, je suis pas dans le salon, là, je suis dans le bureau. J'ai pas envie de mettre des guirlandes dans mon salon. Et en plus, ça se colle au mur, donc si je peux pas le coller, le décoller. La moitié des physiciens de matière condensée se sont suicidés. Ah, je connais pas trop la matière condensée. Ouais, bah il y a peut-être des thèmes en physique qui sont plus joyeux que d'autres. Euh, alors, la lumière, l'ambiance, ouais. Ouais, bah c'était l'idée là qui mettent ça. Après sinon fond vert. Ouais, fond vert, il faut vraiment un bon truc, mais ça demande encore plus de trucs à installer. Euh, des fois, je mets un temps fou à tout installer. Bon, c'est le jeu, hein, mais parce qu'en fait, là, il y a un matelas. Donc, quand je tourne, il y a des matelas
pour absorber le son. Il y a des panneaux acoustiques. Faut mettre en place les 2 lumières. La caméra, faut faire le point, faut tester le son, mettre le micro. Si je rajoute un fond vert, une guirlande qu'il faut coller-décoller, quoi. Vous voyez l'idée, c'est que j'essaye de faire simple en fait. Et tu projettes une photo d'un faux garage. Attends. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé la ville. Ok. Ils font ça maintenant? Ah, ils ont arrêté ou c'est un faux Ah là, il y a du fond vert là. Ça c'est un fond vert ça. Ah oui, ça c'est un fond vert. Ah, regardez, c'est dégueulasse. Regardez la découpe des cheveux là. Bon là j'ai fait pause. Est-ce que en vitesse réelle? Non, c'est dégueulasse. Alors si tu fais... Mais ils ont vraiment arrêté à Villebrequin? Ils font quoi du coup? Sylvain continue. Je les connais pas trop. Hein, ça fait super longtemps que j'ai pas... Sylvain, c'est lequel? C'est lunettes ou c'est moustache? C'est lequel des deux, Sylvain? Projet perso, ouais. Bon, je pense qu'ils ont gagné assez d'argent. Hein. Pierre, lunettes, Sylvain, moustache. Ok. J'aime bien ce qu'ils font, c'est juste que je regarde pas énormément, mais le peu que j'ai vu, j'aime bien leur contenu. Je comprends que ça a très bien fonctionné. Vu toutes les sponsors qu'ils ont faites sur des bagnoles, à mon avis, ils ont de quoi assurer leur retraite sur 30 générations. Hein. Donc ils peuvent arrêter, effectivement. Le vidage fermé, plus l'ambiance morde, tu perds des vues, alors que ton contenu et la construction est géniale. Faut donc que tu travailles ça pour monter. Ouais, là ça remonte hein, les vues en ce moment, depuis... Tac. Là, donc en fait on s'en rend pas compte, mais là les vidéos sont vieilles, donc elles ont accumulé beaucoup de vues. Mais en fait, par exemple, celle-là, elle a fait très peu de vues au début. Celle-là, elles n'ont pas fait beaucoup de vues. C'est juste que quand tu regardes en arrière, bah, tu vois l'accumulation en fait. Donc c'est difficile de comparer. Mais là, celle-là qui fait un truc technique comme ça, qui fait 50 000 vues, je suis content. Hein. Celle-là à 300 000 vues, ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé, ça. Donc non, dernièrement, ça marche plutôt bien. Après, j'entends ce que tu dis. Hein, le fait d'avoir un visage un peu trop fermé, j'essaierai de bosser là-dessus. Il pouvait plus se blairer à force, ouais. Bah ouais. Ça, c'est l'avantage que j'ai, je suis tout seul. Donc j'ai juste à me blairer moi-même. Non, pas du tout. Ah, ils ont clairement dit qu'ils feront plus rien ensemble. C'est pas trop le sujet. Ah si vous voulez, on parle de ça, il n'y a aucun souci. On a fini les commentaires sur la vidéo, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Un banger absolu, la vidéo sur le temps. Merci, je suis très très fier de celle-là. De ces deux-là, là, s'il y avait que 2 vidéos à garder, ce serait ces deux-là en fait. Parce que c'est du contenu vraiment original. Ça, je l'ai jamais vu en fait. J'ai cherché. Peut-être que ça existe et que j'ai pas trouvé. Mais l'histoire des vaisseaux spatiaux. Ah, j'ai les cheveux courts là. L'histoire des vaisseaux spatiaux en rotation, ça on voit partout. Mais personne n'a pensé à le mettre sur Mars pour augmenter la gravité. Peut-être que des gens ont pensé et l'ont pas publié. Peut-être que ça existe et que j'ai pas vu. Mais je l'ai fait de manière originale, en tout cas, sans inspiration. Et ça, pareil, bah, c'est un peu ambitieux. J'essaie de donner une définition du temps. C'est un peu ambitieux, et j'ai l'impression que ce que je fais, c'est assez cohérent dans la définition, que c'est un truc original aussi. Donc ouais, s'il y a ces 2 vidéos-là, c'est pour ça que je suis très enthousiaste sur la chaîne en ce moment, c'est parce que dernièrement, il se passe des trucs cool. Et puis ce qui va arriver, ça va être bien aussi sur l'entropie là, et sur la relativité. Un avis rapide sur Oppenheimer, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu même en IMAX.
Il y a un IMAX pas trop loin de. Il y a un IMAX à Toulon. Donc je l'ai vu en IMAX. C'était un peu long, mais j'ai bien aimé. Plutôt un bon film. Je sais pas si je le reverrai tout de suite. Je vais attendre peut-être 5-10 ans avant de le revoir parce que voilà, c'est pas non plus, ça m'a pas non plus transcendé, mais j'ai bien aimé. J'ai revu, je l'avais jamais revu, j'ai revu Mad Max, le dernier là. Je l'ai revu il y a 2 semaines, il est trop bien. Je l'avais vu au cinéma et je crois que je l'avais jamais revu. Et j'avais gardé un super souvenir et effectivement j'ai adoré la deuxième fois aussi. J'ai mis suffisamment de temps pour oublier pas mal de trucs, donc c'était cool. Il faudrait une charte graphique pour la chaîne. Ah mais j'en ai une, c'est juste qu'elle change tout le temps. Regarde, regarde. Tu vois le petit... ça c'est une charte graphique. Voilà, il y a tous les petits... le petit encadré là, à partir du logo de la chaîne. Le même... la même police de caractère. Et là, oui, peut-être... peut-être que je suis en train de me chercher un peu, ouais. Peut-être que ça se voit. Ouais, peut-être que je fais des tests là en ce moment. Mais en vrai, c'est lisible, c'est clair. Euh, En fait, je vais mettre ma tête, ce sera plus simple. C'est ce que je fais là dernièrement. Je mets ma tête, comme ça les abonnés savent que c'est moi. Parce que quand tu vois ça là, si tu passes vite fait, pareil ça, si tu passes pas la souris dessus, si tu fais pas gaffe au nom de la chaîne, mais moi ça m'arrive tout le temps en tant que consommateur de voir des miniatures. On est exposé à tellement de miniatures que des fois tu rates des chaînes que t'aimes bien parce que t'as juste pas capté que c'était cette chaîne en fait. Alors que si tu mets la chaîne, bah, voilà, tu mets la tête, c'est bon quoi. On a compris. Tu as beau mettre n'importe quelle police de caractère, tu peux mettre n'importe quoi en titre. Tu peux être assez descriptif en fait. T'as pas besoin de faire un titre attractif. Euh, bon, je réfléchis un peu au titre toujours un peu, hein, mais tu vois, genre là, qu'est-ce que le temps, c'est neutre, c'est pas. Et la flèche rouge, attention à bien mettre la flèche rouge toujours. Donc là, il y en a une. Là, il n'y en a pas, c'est pas bon. Là, il y en a une, mais elle est blanche, donc c'est pas bon. Là, il y en a deux et elle tourne. C'est pas bon. Il faut une flèche droite. On va compter les flèches. Là, il y en a une. Là, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Orange, on change un peu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 flèches. Peut mieux faire. Hein. Interstellar égale flèche rouge. Ah, celle-là, l'important. Je l'ai pas compté? Si, je l'ai compté. Ouais. Euh, Ma première flèche rouge, elle est là. C'est la vidéo qui a fait exploser la chaîne. Donc, si vous voulez percer sur YouTube, mettez juste une flèche rouge. Vous appelez la vidéo flèche rouge. Et vous faites clignoter une flèche rouge pendant 10 minutes. Là, c'était une flèche verte parce que sur le fond plutôt rouge du soleil, ça ressort mieux. Là, bah, je suis les couleurs. Bon, celui-là, je suis pas très... Je vais la refaire, celle-là, je pense. J'aime pas cette... C'est mid-journée en plus. Ça aussi, c'est mid-journée, on dirait pas, mais... Alors, la maison, non. C'est moi qui ai fait ça sous Blender. Mais le décor, là, c'est mid-journée. Retravailler un peu, parce que des fois, il fait n'importe quoi. Ça, c'est une vraie image. Ça, c'est un vrai fond. Ah, ça, c'est mid-journée aussi. L'univers, là. J'avais pas de... Bah, quand tu tapes univers... Alors, il y a cette image qui est cool. T'as des trucs qui ressemblent à des galaxies. T'as des fonds étoilés. Mais tu vois, si tu veux parler de l'objet univers, a déjà fait une collab avec AstronoGeek, mais avec plaisir, quand il veut. Mais bon, je suis un petit YouTube. Ah non, des abos. Je suis un petit YouTuber, donc vaut mieux faire des collabs avec des gens qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que toi. WebDriver Torso, il a percé avec des rectangles rouges et bleus.
WebDriver torso. C'est quoi WebDriver? Un conducteur de toile? Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. C'est un génie. Le nom des vidéos. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Attends, mais c'est quoi le contenu? Attends. Je vais mettre le son, mais pas fort. Ah, moi, j'ai pas le son. Je sais pas ce que j'ai foutu avec le son. Le nom des vidéos. Voilà, il a tout compris. Il a tout compris à YouTube. Tu sors ça d'où? Attends, comment t'as trouvé ça? T'as eu un... Tu vois, je rigole. Est-ce que t'as eu une suggestion YouTube ou... Putain, 400... Attends. On va les classer par ordre de vue. Ah! Celle qui a fait le plus de vues... Putain, 1,8 million de vues. C'est 6 secondes de Tour Eiffel. Voilà. Attends, mais comment c'est possible? C'est de l'art moderne. Ah, c'est Rickroll, ok. C'est un Rickroll. Ça, c'est un autre Rickroll. Comment t'as... C'est une relique d'Internet. Ouais, il y a 10 ans, ok. Mais tu connais comment? T'as eu une suggestion? Ou t'as vu ça des gens en ont parlé sur Reddit ou... Ouais, c'est incroyable. Mais vous savez pourquoi ça marche? Déjà, c'est l'humour absurde, voilà, ça fait rire les gens. Mais, bah, regardez la miniature, c'est un rectangle rouge et un rectangle bleu. Et tu cliques sur la vidéo, et le contenu, c'est un rectangle rouge et un rectangle bleu. Donc c'est pas du putaclic. Parce que tu cliques, tu récupères ce que tu veux, en fait. Tu t'es venu pour un rectangle rouge et un rectangle bleu, et t'as eu ce que t'as voulu. Et donc t'as cliqué sur un truc qui correspond au contenu de la vidéo. C'est pas mensonger. C'est attractif, mais c'est pas putaclic. Ouais, l'art moderne, c'est compliqué. Je sais plus où j'ai connu, il me semble que j'ai entendu quelqu'un en parler sur YouTube. Ouais. L'art moderne te fait pleurer de rire. Ah non, je respecte toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art se valent, bien sûr. Ça, c'est aussi beau que Mona Lisa. Il faut respecter, attention. Ouais. Et le nom aussi, on en parle du nom des vidéos. TMP. C'est le nom de l'export, peut-être, automatique. Ouais, pas mal. Feldub va halluciner s'il tombe sur cette chaîne. Bah, il y a beaucoup de gens qui vont halluciner, ouais. Et puis sur YouTube, les vidéos courtes marchent mieux. Il y a toutes les écoles pour ça. Ce qui importe, c'est de faire un truc que les gens aiment bien. Voilà. Court ou long. Parce que le watch time, c'est important. Donc si c'est trop court, t'as pas un bon watch time. Mais en même temps, si les gens voient que ça dure 30 minutes, ils n'ont pas envie de cliquer. Donc tant que tu fais du contenu... Tant que ton contenu il est honnête, il vient du cœur, que t'aimes ce que tu fais, que tu essaies de transmettre ce que t'aimes bien, ça fonctionne. Et après, il y a la différence entre faire comme moi quelques milliers de vues et faire des millions de vues. Voilà, fonctionner, fonctionner, ça veut dire des choses différentes, effectivement. Je suis content quand ça fait beaucoup de vues. Après, je suis aussi content de faire la vidéo en elle-même, quoi.
Feldup échappe à cette règle avec des vidéos plus longues que des Nolan et des Scorsese. Ouais, il y a... Comment il s'appelle? Il y a un mec qui fait des interviews, c'est Lex Friedman. Regardez regardez le nombre de... La durée des vidéos. 2 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Et ça fait des millions et des 8 millions de vues, voilà. Donc il interview Elon Musk, Jeff Bezos, ces trucs comme ça. Tous les formats peuvent fonctionner, ce qui importe, c'est pas forcément la durée. Ok, bon, ben on s'est bien marré, on a bien parlé de trous noirs et de relativité. Je vais vous laisser là, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur l'entropie qui va arriver bientôt. Et on fera un live dans la foulée comme d'habitude. Donc ce sera d'ici 3 semaines, je pense. Voilà. Eh ben, passez une bonne soirée. Merci pour votre participation active. Merci à ceux qui regardent aussi sans participer. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Merci pour vos questions. Et puis, bonne soirée. Allez, ciao. À bientôt.